Petit retour sur les exposés de la dernière fois. Donc, le texte de Fanny Madzon sur la Bibliothèque des Voix, le texte de Marion Brun, publié L'étranger sur disque. Donc, je salue déjà la qualité des exposés qui ont été réalisés, parce que c'était de bons travaux. On a manqué un peu de temps pour discuter ensemble sur les textes, en particulier sur le texte qui portait sur l'étranger. Mais vous avez bien fait le job demandé dans l'ensemble. Vous aviez travaillé, vous avez fait de beaux PowerPoint. Et je pense que, vous avez restitué de manière, en tout cas, collective, avec un plan, une structure, une problématique, les enjeux du texte. Donc ça, c'était bien. Je vais revenir sur des petits éléments, donc en reprenant un peu les deux textes qui n'étaient pas nécessairement abordés ou de manière partielle, et donc qui sont aussi des attendus des exposés. Donc pour vous aider, c'est censé vous aider aussi à préparer les prochains exposés. Donc dans les éléments qui sont demandés pour les exposés, il y a prendre en compte le support de publication, c'est-à-dire la revue scientifique où est publié l'article. Et la trajectoire de l'autrice ou de l'auteur de l'article. D'accord ? Donc je vais revenir sur ces deux aspects parce que c'est important aussi pour situer ce texte dans les publications de sciences sociales. Pour les revues, donc là, c'était deux revues très différentes, parce que d'un côté, on avait Sociologie de l'art, dans laquelle a été publié le texte sur la Bibliothèque des Voix. Alors, vous aviez fait une petite recherche sur la revue, donc c'était bien, vous l'avez situé. J'étais un peu surprise de l'entendre situé dans le catholicisme de gauche, mais ça, c'est ce que vous aviez trouvé donc sur Internet. Bon, ce qui était important et ce qui manquait dans la positionnement de cette revue, c'est de voir que c'est une revue qui n'existe plus, en fait. Elle a disparu aujourd'hui, Sociologie de l'art. Alors ça, vous avez l'information facilement, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher en ligne les derniers numéros de la revue, regarder un petit peu, quelle est son actualité, quels sont les thèmes des numéros. Donc là, sur Sociologie de l'art, vous pouviez vous rendre compte qu'elle avait disparu. Il y a le dernier numéro, c'est en 2019, il y a un numéro en 2017... En 2015, mais en fait, elle a publié un numéro, vous voyez, une fois tous les 2 ans. Et depuis 2019, elle n'a plus publié de numéro. En fait, c'est une revue qui n'existe plus. Après avoir connu une raréfaction de ces numéros et une irrégularité, puisque c'était tous les ans ou tous les 2 ans, alors qu'elle affichait sur Cairn un objectif de 3 numéros par an. Donc on voit un essoufflement assez clair de cette revue. Donc le fait que l'article de Fanny Madzon qui date un petit peu, puisqu'il a été publié dans un numéro de 2005, donc il y a presque 20 ans en fait, un numéro qui portait sur littérature fiction réelle et qui comportait 4 articles, dont un de Stéphanie Tralongo, qui est une chercheuse qui a travaillé sur la réception littéraire de Christian Baumin, donc vous avez ça. Elle n'a jamais publié sa thèse, mais vous l'avez dans la bibliographie du cours. Voilà, donc c'était un numéro de revue qui abordait les questions donc de littérature et de réception de la littérature. Donc elle a été remplacée. C'est une revue effectivement qui faisait pas le travail qu'il y avait à faire sur la publication des travaux en sociologie de l'art et de la culture, qui a été remplacée depuis notamment par une nouvelle revue qui s'appelle Bien Symbolique, une revue bilingue en ligne qui existe depuis 2017. Voilà. Qui du coup qui s'est positionné différemment dans le secteur de la sociologie de l'art et de la culture. La sociologie de l'art, c'est une revue qui avait été créée en 1992, qui était liée à l'Association internationale des sociologues de langue française et qui avait été publiée aussi sur papier par l'Harmattan. Les numéros, les numéros dans la 15e
la quinzaine d'années d'exercice final, on va dire, d'exercice de la revue de 2003-2019 était aussi publiée en ligne sur Cairn. Donc vous aviez facilement en fait en ligne les numéros de 2003-2019. Les précédents n'étant pas forcément accessibles. Ça va sur tout ça? Et alors, dans la foulée, autre manière en fait de restituer, autres éléments qui sont importants d'avoir en tête comme élément à renseigner quand on fait un exposé, c'est la trajectoire de l'autrice, donc qui s'appelle Fanny Mazzone, et notamment pour restituer la trajectoire des chercheuses et des chercheurs, c'est toujours intéressant de vous demander s'ils ont soutenu une thèse, généralement c'est le cas pour les textes qu'on vous donne à étudier en cours, et sur quoi portait la thèse qu'ils ont soutenue. Donc Fanny Mazzone, elle a soutenu une thèse de doctorat en 2007 sur l'édition féministe en quête de légitimité, qui portait sur l'édition féministe sur une trentaine d'années, de 1968 à 2001. Et donc une thèse qui mobilisait toute une analyse d'un champ éditorial consacré à l'édition féministe. Donc une édition en partie militante, mais qui avait aussi un capital proprement esthétique, en fait. Ce qui est le cas pour les éditions des femmes, sur lequel portait l'article. Voilà. Donc bon, vous pouviez aussi voir que de la même manière que la revue Sociologie de l'art s'est un peu essoufflée, Fanny Mazzone est une chercheuse qui n'a pas été extrêmement active ces dernières années. Elle est en poste comme maîtresse de conférence à Toulouse, en lettres modernes, et en sciences de l'information et de la communication. Mais donc elle travaille sur l'histoire du livre, mais elle n'a pas publié énormément d'articles ces dernières années. Donc ça, c'est des petites informations que vous pouvez toujours avoir. Voilà, vous pouvez aussi, c'est ce que j'avais souligné aussi sur cet article, vous autoriser à être critique. Bon, même si c'est pas facile de le faire sur le premier article donné en exposé, donc je vous en veux pas du tout, mais il faut aussi vous autoriser à faire des critiques, y compris négatives. On avait vu sur un petit peu la manière dont l'article était rédigé, qui n'était pas toujours très... Voilà. La manière dont elle n'exposait pas forcément clairement ses méthodes, ses sources, et qu'en fait, c'était aussi lié au fait que la plupart des éléments empiriques qu'elle avait assemblés, qui sont tout à fait précieux parce que inédits, venaient d'entretiens avec Antoinette Fouque et des éditions des femmes elles-mêmes, et du coup, elle n'avait pas croisé différentes sources sur cette maison. Voilà, c'était très... y compris... Donc, ce qu'elle disait sur la réception, ça venait de cette unique source. Et donc, voilà, l'article, il aurait sans doute gagné à croiser davantage de sources, même si en l'état, il est tout à fait intéressant pour cette raison. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous qui veulent travailler sur la réception, mais qui n'ont pas encore décidé la maison ou la structure sur laquelle ils veulent travailler, je pense que c'est tout à fait intéressant de choisir les éditions des femmes. Par exemple, Asma, vous êtes dans ce cas, puisque dans votre groupe, vous n'avez pas encore décidé, vous avez déjà fait l'exposé, donc vous avez déjà une connaissance de ce texte-là. Mais vous voyez, rien qu'en restituant l'histoire du catalogue des éditions des femmes de manière un petit peu critique, en vous interrogeant, voilà, ça pourrait être tout à fait intéressant de renouveler un petit peu cet article qui s'arrêtait aussi au début des années 2000, pour voir... voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette collection depuis une vingtaine d'années, en quoi on peut renouveler les questionnements de Fanny Mazzone, comment, avec... voilà. Ça va ? Voilà. Je vais faire un petit peu pareil sur le texte, donc l'article de Marion Brun. Alors, pour ce qui est de Marion Brun, si on fait un portrait d'elle de la même manière que celui de Fanny Mazzone, donc j'avais précisé qu'elle venait d'être recrutée ici à Montpellier, ce qui effectivement est le cas. Elle est maintenant dans le département de lettres modernes. Après avoir soutenu une thèse, en fait, en 2017, qui n'est pas consacrée au livre audio, mais qui était consacrée à Marcel Pagnol, un illustre méconnu. Et donc, elle avait réfléchi sur les valeurs de l'œuvre de Marcel Pagnol. Alors ça, c'est des choses, vous l'aviez dit, mais rapidement, je crois. Voilà.
Bon, c'est une thèse de lettres qu'elle a soutenue. Elle est recrutée ici en lettres modernes. C'est une information intéressante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sociologue, Marion Brun. Et ça, c'est quelque chose, qui est intéressant aussi par rapport à cet article, parce qu'elle a travaillé donc sur un auteur, Marcel Pagnol, qui n'est pas exactement légitime dans l'institution universitaire, qui est un auteur qui a étudié dans le secondaire, mais beaucoup moins à l'université, car souvent, on voit souvent Marcel Pagnol comme un auteur qui est provincial, qui est marqué par son origine, qui est marqué par son rattachement à la ville de Marseille, qui est marqué aussi parce que c'est aussi un cinéaste, et c'est aussi dans cette optique que Marion Brun a étudié Marcel Pagnol. La question de la légitimité et de l'illégitimité de cette œuvre, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Une œuvre qui est aussi donc transmédiale parce qu'elle est entre le papier, la publication papier et en tout cas sous forme de livre, et le cinéma. Et donc, c'est des questionnements qu'elle a déportés ensuite à d'autres objets, comme voilà les écrivains qui apparaissent sur les écrans, et puis ses recherches sur le livre audio. Alors, elle a publié cet article sur le livre audio, mais elle avait aussi publié 2 autres articles qui portaient sur Tartarin de Tarascon, et les lettres de Montmoulin. Donc elle a déjà travaillé sur d'autres cas de livres audio et d'auteurs provinciaux, en fait. Voilà, donc ça c'était c'est quelque chose que vous auriez pu aussi souligner, mais voilà qui est aussi voilà. Et donc voilà, il y a aussi la question de la revue, alors qui est pas du tout dans le cas itinéraire, littérature, texte et culture, revue dans laquelle a été publié l'article de Marion Brun, et pas du tout dans le cas de sociologie de l'art, parce que c'est une revue récente. Elle a été créée en 2008, en ligne, c'est une revue en ligne, qui a tout juste une quinzaine d'années, et qui affiche, alors qui est une revue ancrée dans la littérature et dans les recherches en littérature comparée, notamment, mais dans les contacts qu'a la littérature avec les autres médias, les autres sphères culturelles. Et notamment les studies. Donc c'est une revue qui est très ouverte aux études postcoloniales et aux littératures francophones, et aux studies en général. Aussi bien dans les questionnements théoriques qu'elle peut poser, puisqu'il y a des questionnements d'études de genre. Le premier numéro de la revue, il portait sur les masculinités, l'homme en tout genre, masculinité, texte et contexte. Mais aussi à la transmédialité, au genre minoritaire, dominé, voilà, au numérique. Donc voilà, l'objet du livre audio, il est tout à fait dans la ligne, en fait, et l'article de Marion Brun, il s'inscrit bien dans les directions, en fait, de recherche qui sont celles de cette revue, et dans l'idée que voilà, on peut renouveler, en fait, l'interprétation littéraire classique de Camus en prêtant attention à un support qui n'a pas été pris en compte jusque-là, qui est le livre audio. Alors qu'on voit bien que si on regarde l'histoire éditoriale de Camus, en fait, on a affaire à des supports sur le livre audio qui ont déjà une légitimité, en fait, éditoriale. Parce que, voilà, elle montre bien que c'est publié par Gallimard, il y a des acteurs qui sont très légitimes, comme Michael Lonsdale et Serge Reggiani, ou enfin des acteurs aussi bien populaires de manière commerciale, mais que légitimes de manière esthétique dans l'histoire légitime du cinéma, qui ont lu le texte de Camus. Camus lui-même a lu son texte, ce qui est, s'il en fallait une caution, en fait, tout à fait octoriale pour légitimer ce support du livre audio. Donc, en fait, elle éclaire un pan
qui est laissé dans l'ombre dans l'histoire littéraire, alors que on voit qu'il a toute sa place dans l'histoire littéraire. Mais ce qui était intéressant aussi de remarquer, c'était que la réception, alors je sais pas, si c'est quelque chose que vous avez abordé en fait dans votre exposé, mais qu'on aurait pu aborder dans la discussion, peut-être que certains vous l'aviez remarqué, je sais pas, dans quelle mesure le texte de j'ai deux questions en fait à adresser, à la fois à celles qu'on fait l'exposé et puis à toutes celles et ceux qui ont lu ce texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est en termes de méthode, comment elle a procédé. Donc vous avez bien retracé, notamment avec votre tableau sur le PowerPoint, c'était super, les différentes étapes de la mise en livre audio de Camus. Mais il y a aussi une source dont vous n'avez pas forcément parlé frontalement en tant que source méthode, qui apparaissait dans le texte. Donc j'aimerais bien que je suis sûre que vous pouvez en dire un mot. Et puis, est-ce que la réception qu'elle retrace, dans quelle mesure c'est une réception lettrée ou une réception qui est ouverte à un public profane, comme celui auquel on s'intéresse, nous, dans ce cours, sur la réception du livre audio. Alors, allez-y, peut-être Ève et Camille, d'abord, bien sûr, et puis ensuite les autres. Allez-y. Peut-être que vous voulez parler des commentaires sous les vidéos. Très bien, oui. Les enregistrements. Oui. Parce que oui, effectivement, dans toute une partie du texte, la facilité aux gens de trouver les enregistrements, et du coup, elle explique que ça vient parler de comment sont réceptionnés en fait auprès du public les livres audio. Oui. Il y en a qui vont être publiés en profane et d'autres non. Ça veut dire comment certaines versions sont plus protégées que d'autres. Plus académique, je sais pas. En profane, c'est-à-dire les personnes qui font leurs commentaires sur YouTube ou Vimeo, a priori, qu'est-ce qu'on sait? Ouais. Il y en avait une qui préférait vraiment Camus, du coup elle disait que c'était essentiel. Ouais. Le texte, etc. Mais aussi, quelque chose qu'on avait remarqué et qu'on trouvait intéressant, c'est que du coup, la version de. J'ai plus son nom. La dernière version en date, qui est la plus légitime, du coup, en tant que livre audio, on ne la trouve pas directement. Oui. Gratuitement, quoi. Vous la trouvez pas gratuitement sur YouTube ou Vimeo. Non. Ce qui est le signe que l'éditeur est très vigilant, parce que ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi lors de la journée. Mais il y a les éditeurs comme Audiolib par exemple, ils ont des personnes qui espionnent exprès YouTube et Vimeo pour faire retirer, accuser de contrefaçon ceux qui mettent les copies de livres audio et les faire retirer. Et donc cette version-là, elle est plus protégée certainement, et donc elle fait l'objet d'une grande vigilance de la part de l'éditeur pour que, voilà, effectivement, étant donné que le livre audio, ça a été confirmé aussi lors de la journée, ça coûte très cher à produire. Il faut avoir des relations, payer des comédiens, studios, etc. Et donc, si après l'éditeur ne peut pas rentrer dans ses frais en vendant son livre et qu'il se fait pirater, il y a un souci. Donc, effectivement, c'est pour cette raison aussi que la dernière version, sans doute, elle est pas en ligne contrairement aux autres. Mais du coup, oui, c'est intéressant ce que vous dites sur les commentaires, c'est que, ça, je vous pose la question à vous, mais c'est pas directement abordé par Marion Brun non plus. Donc, c'est une vraie plus-value par rapport à son article. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut savoir socialement des personnes qui font des commentaires en ligne? Qui sont-ils, les gens qui font des commentaires en ligne? Des consommateurs. C'est des consommateurs, c'est sûr. Mais comment on les connaît en ligne à travers un commentaire sur YouTube? Oui. Les algorithmes. On peut voir si âge, le profil de la personne, parce que je ne sais pas si jusque-là, mais il faut avoir des systèmes trophées qui permettent de voir qui sont les consommateurs, les consommateurs. Ouais. Alors, ça a des algorithmes. Est-ce que tout le monde y a accès ou pas à ces algorithmes? Je crois que oui, c'est à partir du moment où on a une chaîne. Oui. Ah, si vous avez une chaîne sur YouTube? Oui, mais alors, vous voyez, ça pose un problème en fait pour un chercheur. Ça pose un problème quand même qui est est-ce que les informations qui sont déposées sur son identité sociale, sa date de naissance, son sexe, par une personne qui a un compte, déjà il faut qu'elle ait un compte, et ensuite,
est-ce que c'est des vraies informations? Ou est-ce que la personne, elle va mettre une fausse date de naissance, un pseudonyme qui est un pseudonyme, enfin voilà. Est-ce qu'elle va mettre un sexe qui n'est pas forcément le sien à l'état civil, ce qui peut tout à fait se concevoir, aussi pour des raisons liées, à des personnes qui veulent pas s'identifier comme homme ou femme, même, enfin voilà. Donc, en fait, on a quand même des informations assez limitées et qui mériteraient d'être vérifiées. Déjà, il faut accéder aux informations. Donc, pour ça, il faut à minima avoir soi-même un compte YouTube, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, je regarde des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas de compte. Voilà. Enfin, bon, du coup, si on est un chercheur ou une chercheuse et qu'on s'intéresse à ça, évidemment, on va se créer un compte. Mais après, il y a la question de que valent ces informations? Est-ce qu'on peut les vérifier? Est-ce qu'il ne faudrait pas les croiser? Voilà. Bon, il reste que c'est des commentaires. Ce qu'on peut accéder peut-être de plus fiable et sans se créer un compte, c'est voir en gros si la personne elle a laissé d'autres commentaires, quelles sont ses pratiques de consommation, comment elle s'affiche elle-même comme pratiquante YouTube ou pas. Enfin voilà. Est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Enfin voilà. Mais en tout cas, Marion Brun, est-ce qu'elle se pose cette question dans l'article? Non, elle se pose pas la question. Et pourquoi elle se pose pas la question? Tout à fait, c'est pas ce qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la réception éditoriale de Camus et qui est aussi une forme de production de Camus. Donc, mais moi, ce que je trouve intéressant pour me situer à la fois en sociologie et en lettres, c'est qu'en même temps, elle s'intéresse un petit peu à cette réception profane parce elle s'intéresse justement à les réseaux sociaux, quoi. Ce qu'on peut connaître en ligne de pratiques de réception à partir, voilà, sachant qu'il y a des commentaires et qu'elle essaie de les intégrer. Donc par là, elle s'intéresse à une réception qui est profane, parce que rien ne nous dit que cette personne, même si elle a des goûts assez légitimes puisqu'elle préfère Camus et la voix de Camus, voilà, ça peut être une universitaire elle-même, peut-être, on ne sait pas. Voilà, dans quelle mesure, voilà. Mais a priori, c'est quelqu'un qui est une consommatrice ou un consommateur et pas forcément une productrice ou un producteur de livres audio. D'accord? Voilà. Sachant que y a des chercheurs et des chercheuses qui se donnent pour objet d'interroger les réseaux sociaux, hein, sur YouTube, etc. Il y a des chercheurs qui vont aspirer des données, les traiter, etc. Mais vous voyez que la manière qu'ils ont, à travers les blogs et ces plateformes en ligne, d'étudier la réception, il reste dépendant. Si on veut être sociologue et faire un travail de situation sociale des consommatrices et consommateurs de livres audio, là, on n'a accès qu'à des masses discursives en ligne. C'est une source, mais c'est une source qui est limitée d'un point de vue sociologique. Ça va? Voilà. Donc j'attire seulement votre attention sur ça. Voilà. Donc on a surtout accès, en fait, dans l'article de Marion Brun, à une réception lettrée de Camus, même si cette réception lettrée, elle passe par un support qui a été invisibilisé dans la tradition lettrée. C'est-à-dire que Marion Brun, elle se pose des questions de légitimité et d'illégitimité et de légitimation, mais d'une manière lettrée qui vient elle-même de son positionnement en lettres modernes lettrées. Ça va? Et dans sa bibliographie, d'ailleurs, elle cite quasiment, surtout, hein, des travaux qui sont faits en lettres ou en sciences de l'information et de la communication. Moins en sociologie, un peu moins aussi en histoire du livre. Oui? Une question justement méthodologique, par exemple, si on travaille sur des commentaires en ligne, est-ce qu'on peut apporter à l'angle sociologique par exemple des entretiens audio, par exemple avec des utilisateurs, etc. Que vous auriez donc contacté via les commentaires qu'ils font en ligne? Oui. Oui, c'est possible, hein, d'accéder à des enquêtés. Alors après, il y aura forcément des entretiens qui vont être sans doute réalisés à distance parce que vous aurez beaucoup de chances que l'enquêté soit à Montpellier. Or nous, dans la méthode qu'on vous transmet de l'entretien, c'est toujours bien de faire l'entretien en face à face, de vous déplacer à domicile. Pourquoi? Parce que c'est des éléments, en fait, objectivables sur l'appartenance sociale de l'enquêté. Vous pouvez avoir des enquêtés qui vous racontent des bobards, hein. Moi, ça m'est arrivé dans mes enquêtes de terrain. Et pour le découvrir, j'ai dû croiser des sources.
j'ai dû avoir d'autres informations. Donc là, sur un entretien, c'est pour vous dire, c'est toujours mieux de faire quand même un entretien en face à face. Vous voyez, on est ramené à une sorte l'enquête de terrain telle qu'elle a été conçue par les anthropologues, les sociologues. Il y a toujours un gain, même si on a aujourd'hui beaucoup le numérique, l'immatériel, etc. Ça pose des questions de recherche particulières, mais on a toujours intérêt à croiser, même si on se donne pour objet le numérique, l'immatériel. À avoir, quand on peut avoir une méthodologie d'enquête qui est donc par un terrain, disons, matériel, c'est tout à fait important. Voilà. Et d'ailleurs, quand on travaille sur le livre audio, c'est quelque chose qui est ressorti lors de la journée. Je vous avais dit, et c'est un résultat aussi de notre enquête avec Élodie, l'enquête qu'on a faite, ce qui tire actuellement beaucoup la croissance de consommation du livre audio, c'est le numérique. Mais le livre audio édité matériellement, physiquement, via le CD notamment, résiste très bien. Et ça, Marie Pasquet, qui est donc responsable du secteur à la médiathèque, le dit très bien aussi. Elle a vraiment des personnes qui veulent le support physique. Bon, déjà parce qu'il y a parmi ces consommateurs, il y en a qui sont des personnes âgées ou des personnes qui voient pas bien, qui ont des déficiences à différents niveaux. Mais aussi à plein de niveaux, parce que par exemple, toutes les personnes dyspraxis, tous les dyslexiques, etc., en fait, représentent des consommatrices, des consommateurs assez importants du livre audio. Donc, il y a tout un tas de gens qui consomment encore le livre audio avec le support matériel. Et c'est des questionnements importants parce que, par exemple, l'éditeur de Benjamin Média, lui, il fait toujours du CD et il part du principe que c'est important pour les enfants, qui sont son public cible, d'avoir le CD. Et c'est vrai que les enfants, moi je le vois avec ma petite fille, je me suis mise du coup à consommer beaucoup de livres audio depuis que je suis devenue maman, et je vois aussi, bon, c'est super les livres audio pour les enfants, mais je la vois, elle a même pas 2 ans, et elle adore l'objet CD, elle a capté, etc. Et les enfants, en fait, c'est quelque chose qui permet aussi d'éviter les écrans qui sont en fait un peu, il y a plein d'alertes pour les petits enfants où il faut les éloigner des écrans parce que c'est pas bon en fait pour leur développement. Du coup, il y a un enjeu aussi pour le secteur de la petite enfance, mais on voit que c'est un enjeu qui se pose à la fois pour l'enfance, mais aussi pour les personnes, pour plein d'autres publics en fait, malvoyants, etc. On voit que le support physique, il résiste vraiment dans les pratiques de consommation, et on le voit, il y a certains de nos enquêtés qui avaient des collections de livres audio sur CD, à côté de leur collection papier. Donc, le support physique, il est important, et dans les préoccupations des éditeurs actuellement, ils voient bien que le numérique, surtout par le MP3, c'est le format massivement qui est diffusé, il est en train de se généraliser, et de tirer la consommation, parce qu'on est tous tellement avec les téléphones, etc., que c'est devenu... ça passe pas mal par là. Mais il y avait une formule de Mylène de Fabrique Saint-Tour, donc qui est à la commission audio du SNE, qui disait, dans les enjeux actuels, il y a une question, c'est de rematérialiser l'immatériel. C'est une très jolie formule qui a été reprise au fil de la journée. Comment rematérialiser l'immatériel ? C'est-à-dire, on ne peut pas même par rapport aux éditeurs et à leurs problématiques actuelles, c'est important de rematérialiser ça, c'est-à-dire de bien donner sa place, et en France actuellement, on est mauvais, à la fois en librairie, au livre audio, donc que ce soit plus visible en librairie, que ce soit plus visible dans les médiathèques. Actuellement, en France, ça représente à peu près 1% des emprunts, alors qu'au Royaume-Uni, par exemple, c'est 10% des emprunts en médiathèque. Donc ça c'est un vrai enjeu que se posent les producteurs, parce que derrière les libraires et les médiathèques, c'est des consommatrices et des consommateurs en plus, en fait. Donc il y a ce vrai enjeu-là, sans abandonner un aspect matériel pour le livre audio, sans tout rabattre sur le numérique. Et notamment sur les libraires, elle a parlé, donc je vous en parle maintenant, d'acteurs. Il y a Boucle d'oreille, mais il y a Prose aussi. Donc je vous invite à regarder, parce que ça aussi, ce sera un bon sujet pour ceux qui veulent travailler sur la production, mais qui ne savent pas sur quoi travailler. Prose, en fait, c'est une forme d'intermédiaire et qui donne un pourcentage de vente aux libraires. Ça permet d'avoir des cartes et ça permet d'acheter du livre audio en passant par des librairies, même si c'est du numérique. D'accord ? Voilà. Donc c'est un acteur intéressant, c'est un intermédiaire intéressant.
Alors, je me suis un petit peu écartée, de ce que je disais. Via votre question, je ne sais plus pourquoi j'ai dérivé sur ça. Sur l'importance du physique, du support physique. Ouais, mais bon, voilà. Bon, ça va, ça. C'est des éléments de toute façon que vous pouvez noter, hein, parce que ça, c'est important, ça fait partie de tous des éléments sur la production qui sont importants. Je vais enchaîner du coup avec les petits éléments sur la production du coup. Oui, donc Marie-Pascale a insisté sur l'importance du CD parce que c'est aussi un objet qui résiste bien dans le temps. Donc elle constatait qu'il y a des CD qui ont été des livres audio qui ont été implantés sur CD 100 fois qui fonctionnent toujours. Il y a d'ailleurs moyen de réparer des CD. Je ne savais pas, mais elle a parlé d'une clinique du CD auquel ils pouvaient envoyer des CD, certains qui sont un peu rayés pour les réparer. Et puis sur le fait qu'en fait, il y a encore des lecteurs de CD qui fonctionnent assez bien. On en trouve assez facilement dans le commerce. Il y a notamment une polyvalence de certains objets comme les PlayStation qui lisent encore du CD. Hein, la plupart des lecteurs de MP3, etc. lisent encore du CD. Donc c'est aussi une manière d'écouter le CD, contrairement à la cassette. Hein. La cassette, c'est beaucoup plus périmé. Elle racontait que elle, quand elle a pris la direction du secteur Lire Autrement à la médiathèque Zola, elle a commencé par jeter les cassettes qu'il y avait encore en rayon pour le remplacer par du CD. En 2011, les cassettes étaient... et souvent, ça s'abîme plus que le CD, la cassette. Voilà. De la même manière, oui, dans ce qu'a souligné Mylène de Fabrique Saint-Tour, c'est sur la manière d'accéder aux livres audio et par les plateformes. Elle a dit aussi ce qui est quelque chose d'intéressant qui pourrait être donc enrichir la grille d'entretien et vos questionnements pour ceux qui font des entretiens. C'est le fait qu'il y a une offre sur le marché du livre audio qui en fait est très importante mais qui est mal connue et pas bien lisible actuellement. Et sur le fait que dans les plateformes qui font du livre audio, parfois on est déjà abonné à des plateformes mais on ne sait pas qu'elles font du livre audio. Exemple Spotify qui s'est mis à faire de plus en plus du livre audio. Donc vous pouvez, certains d'entre vous, être abonnés à Spotify pour écouter de la musique, mais c'est aussi une manière d'accéder à une offre de livre audio payante, donc et plutôt de meilleure qualité que YouTube, sur quelque chose que vous payez déjà. Il y a aussi Orange Free qui permettent comment on appelle ça, des opérateurs, merci, pour donc d'accès à Internet, à la fibre et au téléphone, à la télévision, qui en fait ont aussi une offre de livres audio dans le package en fait que vous payez tous les mois pour avoir votre abonnement téléphonique, ligne fixe ou télévision ou Internet ou parfois qui est fusionné avec le téléphone mobile. Et ben vous avez là aussi vous pouvez avoir potentiellement des livres audio payants. Vous pouvez y accéder. Donc regardez pour vous, par exemple là dans les semaines qui viennent parce que c'est intéressant et les personnes que vous allez enquêter savent ou ne savent pas cela. Donc c'est bien aussi de voir s'ils sont au courant que dans la manière dont ils peuvent accéder à du livre audio payant par les plateformes, parce que c'est de plus en plus le cas, les plateformes. Mais voilà, parfois c'est des plateformes qui sont en fait plurielles. C'est-à-dire Spotify qui est en fait un Suédois qui offre Spotify, à cette offre qui est en cours de développement. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les deux textes qu'on a vus la dernière fois, que ce soit des questions, des éléments qu'on n'aurait pas abordés? Donc, je vous invite pour les prochains exposés à bien être rigoureux à bien situer la revue qui accueille cet article, l'autrice ou l'auteur de l'article
notamment dans son positionnement disciplinaire. Hein, vous voyez là, voilà, Fanny Madzon et Marion Brun, elles avaient pour point commun de se situer plutôt entre les lettres modernes, les sciences de l'information et de la communication, la sociologie aussi pour Fanny Madzon quand même, ce qui est un peu moins le cas pour Marion Brun. Mais donc c'est intéressant, voilà, d'intégrer de quelle voie disciplinaire parle la chercheuse ou le chercheur qui a écrit cet article. Voilà, et de bien regarder aussi quelle est la méthode, quelles sont les sources de mon article. Est-ce qu'il y a plusieurs sources qui sont croisées? Et je pense que voilà, c'est un petit point fort aussi de Marion Brun, que d'intégrer par exemple ses commentaires. C'est une bonne idée qu'elle a eue, d'intégrer aussi les commentaires sur YouTube, Vimeo. Ça enrichit l'analyse, hein, même si voilà, ça pose des questions de méthode qu'elle affronte pas forcément comme telle, mais en tout cas, elle fait feu de tout bois, disons. Hein. Il y a il y a une variété de sources dans son texte, même si c'est pas les mêmes sources que Fanny Madzon, parce que contrairement à Fanny Madzon, elle n'a pas du tout cherché à avoir des sources d'ordre éditorial, à aller parler aux éditeurs, à aller regarder les catalogues au-delà de Camus, en fait. Hein, même si, le travail qu'elle fait est tout à fait déjà conséquent et intéressant. Ce qu'elle a aussi intégré, que n'a pas intégré Fanny Madzon, c'est l'écoute des livres audio. C'est, voilà, d'écouter un livre audio. Et si vous travaillez sur la production, ça peut être intéressant d'écouter peut-être un titre ou 2 titres de la collection que vous écoutez. Ceux qui veulent étudier Benjamin Média, par exemple, je vous invite à aller écouter les livres de Benjamin Média, que vous pouvez aller emprunter à la médiathèque Émile Zola, pour pas que ça vous ruine, mais voilà. Ça va ? Donc vous voyez, en fait, sur le livre audio, on a une grande variété de sources possibles aussi, d'où l'intérêt de cet objet, qui est encore étudié de manière assez limitée, parce qu'on voit bien, voilà, rien que sur ces 2 articles, le travail qu'elles ont fait, il peut être complété en allant chercher d'autres sources. D'accord ? Ça va ?